ça à nous proposer. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Van Rieufol il y a un instant, Pascal Perrineau. Est-ce que, par exemple, dans ce pays, on a des idées sur ce que serait le vote musulman? Est-ce qu'il est sondé et est-ce que ça existe, le vote musulman, si je puis dire? Bien sûr, il y a des études régulières qui sont faites. Le premier trait de la communauté des Français d'origine musulmane, c'est l'abstention. C'est une population qui est beaucoup plus touchée par l'abstention que beaucoup d'autres communautés. À la présidentielle de 2007, c'était un des segments de la population française dans lequel le taux d'abstention était le plus élevé. On était au-dessus de 40%. Hein. Donc là, vous avez en effet, c'est le phénomène majeur. Pour ceux qui, en revanche, se déplacent aux urnes, ils votent beaucoup plus à gauche qu'à droite. Aujourd'hui, les musulmans ont quelque chose à apporter en termes d'alternative à un système qui s'écroule. Madame Le Pen, à laquelle certains appellent à voter, elle est dans le système. Elle va faire pérenniser les injustices. Elle va permettre d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres. Elle ne va pas remettre en cause le système parce qu'elle n'est pas capable. Elle est dans le système. Les uns après les autres, parce que là, pour nous, elle est dans le système. Elle joue le jeu, effectivement. Alors, pourquoi on parle de Marine Le Pen maintenant? Parce qu'il y a des musulmans qui appellent à voter Marine Le Pen. Non, mais je vous dis, pourquoi. Qui vous a roulé dans la farine depuis 40 ans? C'est des musulmans qui appellent à voter Marine Le Pen, M. Soral. Voilà. Donc moi, je m'adresse à ceux-là, je ne m'adresse pas à vous. Elle ne sera pas élue, Marine Le Pen, donc c'est pas. Non, mais peu importe. Élu, pas élu, j'ai pas envie de renforcer un lobby qui est raciste, qui favorise le racisme et qui refuse d'exclure les racistes dans ses rangs. La communauté musulmane est la deuxième communauté de France en nombre. Elle a une légitimité sans doute bien supérieure à d'autres par rapport à ce le sang versé, etc. Elle est au bas de l'échelle, en réalité, du pouvoir. Ça changera, M. Soral. Ça changera si les gens les rapports néocoloniaux, ça changera pas avec les gens comme comme vous. Les rapports de domination et de criminalisation Ça ne changera pas avec les gens comme vous. Si, avec moi, avec mes enfants et avec les autres. Nous, on appelle en tout cas les auditeurs, les citoyens français, à voter non à l'islamophobie au premier tour pour qu'on puisse se compter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas voter? Non, on vote au deuxième tour et on négocie au législatif surtout. Tous les musulmans de France mettent un billet dans l'urne non à l'islamophobie. Vous allez voir quelle force ça va faire. Et là, on va négocier. C'est ce que je vous dis. Oui, ben là, c'est pour rebondir sur l'idée des communautés dominées. Ce qui caractérise les communautés dominées, parce qu'on est dans un monde de communautés, il ne faut pas mentir, hein, c'est qu'elles ne choisissent pas leurs représentants, et que leurs représentants sont systématiquement choisis par soit la République, ou en fait la communauté qui domine la République. C'est assez confus. Et là, de ce point de vue-là, j'ai pu le vérifier récemment par un face-à-face que j'ai eu à Ouma, à la radio qui s'appelle Ouma, qui est censée être une radio qui défend les intérêts de la communauté musulmane de France. Et en face de moi, on m'a mis un type qui s'appelait Chambi. Donc on a vu notre face-à-face, je ne veux pas trop revenir dessus. Et c'était assez triste parce que j'essayais de lui expliquer justement, lui qui ne faisait que pleurnicher qu'on ne lui donnait pas depuis des générations l'égalité, que l'égalité, ça ne s'octroie pas, ça se gagne, ça s'obtient dans un rapport de force. Et qu'il n'y a rien de plus... C'est la meilleure démonstration qu'on est resté un dominé et qu'on est resté un indigène, c'est de penser que le pouvoir vous est donné par le maître. Or, il ne faisait, même s'il aboyait fort, parce que les Maghrébins ne savent pas demander gentiment, il ne faisait en aboyant et en hurlant, finalement, sa souffrance, que montrer qu'il n'avait, toujours pas accédé à l'autonomie et à la respectabilité, et deux, qui continuait à avoir la même erreur d'approche, c'est-à-dire de la quémander au nom de l'égalité. Je veux dire, tout ça, c'est un enfant et un indigène pour ne pas avoir compris, il reste un indigène, que l'égalité, ça s'obtient de haute lutte dans un rapport de force. Quand on vous l'octroie, c'est que ce n'est pas l'égalité. Et c'est pour ça qu'on ne lui a jamais octroyé. Donc je n'ai pas pu développer plus loin dans ce débat avec lui, parce qu'il gueulait et il disait beaucoup de bêtises, il me parlait à un moment donné de la France de Pétain. Non, attends, l'histoire de France, je ne l'invente pas quand même. La collaboration, Pétain, c'est pas moi, c'est notre histoire commune. On l'a vu, oui. J'étais obligé de ne pas lui mettre dans la gueule en tant que musulman, le grand moufti de Jérusalem ou la SS musulmane bosniaque. Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Himmler recrute de plus en plus dans les pays occupés des fanatiques, comme ces SS bosniaques, que vient inspecter le grand mufti de Jérusalem. Pour lui, les Juifs sont les ennemis communs de l'islam et de l'Allemagne nazie. Hitler lui a dit, l'heure de la libération du peuple arabe a sonné.
donc je voudrais revenir là-dessus. C'est sur l'idée de qu'est-ce que c'est que la maturité d'une communauté. Aujourd'hui, ce qui est tragique, c'est de remarquer que ce qu'on appelle les Arabes, parce qu'à la limite, appelons-les comme ça, alors que ce sont des Maghrébins de culture musulmane, français, issus de l'immigration, on va l'appeler les Arabes, sont toujours la communauté la plus mal vue de France, la plus méprisée de France, la plus humiliée de France. Je ne parlerai pas des Africains, parce que c'est encore autre chose, mais enfin tout ça, c'est l'Afrique, hein, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, et ils sont toujours les plus mal lotis, parce qu'en réalité, ils n'ont toujours pas accédé au pouvoir politique, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir économique. Voilà. C'est cette question-là que je voulais aborder avec lui. Et qu'en fait, pour être respecté politiquement, il faut avoir atteint une certaine puissance économique. Et je voulais mettre en fait cette misère de l'arabe de France, arabe entre guillemets, avec la situation de deux communautés, on va dire halogènes, mais qui ont réussi à se faire respecter en France. La communauté sino-vietnamienne, issue de notre ancien empire colonial aussi, avec une décolonisation violente, hein, donc très très comparable à la question du Maghreb, et la communauté juive. Voilà, c'est deux, pour que les Maghrébins de France commencent à comprendre où pourrait être, comment dirais-je, quelle pourrait être la stratégie pour enfin devenir une communauté respectée. Voilà, en fait, c'est dans le but d'aider, parce que moi personnellement, ça ne me gêne pas spécialement. Je trouve ça tragique, mais c'est pas mon problème, c'est le leur. Quoi, voilà. Et donc on voit bien que la communauté vietnamienne a réussi à se faire respecter en France, sans jamais pleurnicher sur la colonisation, sans jamais demander ni de repentance ni de réparation, mais par contre en atteignant très vite l'autonomie économique en étant ses propres producteurs d'emplois. On n'a jamais un Vietnamien qui demande qu'on lui donne du travail comme un Maghrébin. Et les Vietnamiens, ils le créent le travail. Et finalement, on n'a aucun racisme anti-vietnamien en France. Personne, ni du côté français ni du côté vietnamien, ne se sert de l'histoire coloniale, ni pour la valoriser, ni pour la diaboliser. Les Vietnamiens ne demandent aucune réparation, mais ont tout obtenu par leur capacité de travail et d'adaptation. Ils ne sont absolument pas dans l'assimilation, ils sont dans le communautarisme, on va dire, de séparation, et tout se passe bien. Déjà dans les années 20, quelques étudiants chinois s'étaient installés dans le 13e arrondissement de Paris. Mais ce n'est qu'à partir de 1975, après les différentes vagues migratoires de réfugiés venus de l'Asie du Sud-Est, que l'on parlera véritablement de communautés chinoises dans le quartier. Dans cet arrondissement où il n'est plus rare d'entendre les touristes demander « Chinatown, please », en leur indiquant le Sud, les Parisiens désignent un quartier dont l'histoire tout entière est fondée sur l'acceptation de la diversité. On n'a pas de racisme ici. On est tous pareils. On se dit bonjour, on se serre la main. Donc il n'y a pas de problème là. Dimanche, plus de 25 000 personnes se sont réunies dans le 13e arrondissement parisien. Le Nouvel An chinois se clôturait par un défilé allant jusqu'à la place d'Italie. Comme chaque année, l'événement attirait une foule mêlant diverses nationalités. D'une part, j'aime la variété des couleurs et puis je trouve que c'est un peu dans un souci de convivialité. On habite le quartier chinois, j'habite le quartier chinois. Et je suis là pour aussi vous participer à la fête, souhaiter la bonne année. Richard, un employé du restaurant Tanido, nous décrit la clientèle présente en salle. Principalement, il y a beaucoup de familles, ouais. Mais il y a surtout à l'intérieur, il y a beaucoup de, comment dire, il y a plus de Français que d'origine, enfin, il y a plus d'origine caucasienne que asiatique en fait. Donc c'est une intégration totalement réussie, sans passer par le mensonge assimilationniste. Parce qu'en fait, ils ont gardé toutes leurs coutumes et on leur a rien demandé d'ailleurs. Ce qui veut dire que la France ne demande rien d'autre finalement que des gens qui respectent les natifs et qui apportent leur qualité à la France, c'est-à-dire qui apportent même des points de PIB. C'est-à-dire que globalement, les sino-vietnamiens français apportent des points de PIB, ne remplissent pas les prisons et ça suffit pour que les Français les accueillent chaleureusement et ne se posent jamais la question de leur légitimité française. Voilà. Donc je dis aux Maghrébins, plutôt que d'écouter la bouilleure Chambi, faux dur, faux stratège, faux combattant politique et loser intégral, malheureusement pour lui, et je comprends sa souffrance, mais il faut l'analyser, regardez comment ont fait les Vietnamiens, il y a peut-être des exemples à en tirer. Et maintenant, prenons l'autre communauté, qui est la communauté juive, que M. Chambi essayait de me pousser à provoquer, en espérant que peut-être que nos maîtres à tous lui donneraient un petit boulot. Donc on a un piège qui nous est tendu, qui est le conflit de civilisation. Donc j'essaye d'échapper à ce piège. Donc parfois, par exemple, quand on me parle des mosquées... C'est qui l'entretient, ce conflit, s'il vous plaît? C'est qui l'entretient? Quand vous parlez du mondialisme, pour pas dire les juifs du monde, c'est qui l'entretient? Quand vous jouez sur cette fibre-là d'antisémitisme sous-jacent chez certains musulmans... Vous pensez que là, vos maîtres... Pourquoi vous dites pas? J'ai pas de maître! J'ai aucun maître! J'ai aucun maître! Mais si on veut oser parler de la communauté juive, avec courage et virilité, comme je le fais moi, et comme il n'a jamais le courage de le faire lui,
si les Français respectent les Juifs en France, c'est pas parce qu'ils les admirent ou qu'ils respectent le judaïsme. La tradition française, on le sait, les Juifs le savent mieux que nous, c'est de mépriser le judaïsme, hein, comme système de valeurs, de menteurs, de voleurs, etc. Hein, qui est d'ailleurs validé par tous les écrits français et occidentaux depuis on va dire les Romains, hein, depuis Cicéron, en passant par Voltaire. Enfin voilà, je n'ai pas jamais trouvé un auteur qui dise du bien des Juifs en France, hein, à part peut-être Charles Péguy parce qu'il est mort très jeune. Mais sinon, je peux vous citer tous les grands auteurs européens ont dit pique-pendre des Juifs, et toujours la même chose, hein, le peuple de menteurs et de voleurs en gros. Hein. Dickens, Victor Hugo, Shakespeare, Napoléon. J'avais dit tout à l'heure Cicéron, Dostoïevski, Tolstoï aussi, je crois, enfin, tous les dirigeants politiques, hein, Catherine de Russie, Louis XI. Bon, enfin, vous ne trouvez pas quelqu'un qui en a dit du bien. Et pourtant, les Juifs sont parfaitement respectés en Occident et en France. Et respectés pourquoi? Parce que redoutés et craints. Et finalement, ils ont imposé le respect, ce qui est un constat à faire que je fais moi-même. Hein. Je veux dire, voilà. Et comment l'ont-ils fait? Ils ont d'abord se sont imposés économiquement, puis en ayant un pouvoir économique, ils se sont fait respecter politiquement. Voilà. Ce qui veut bien dire que quand on regarde l'histoire, que ce soit l'histoire des Vietnamiens, l'histoire des Juifs, c'est-à-dire l'histoire des communautés exogènes ou allogènes en France, la voie du respect et de l'intégration réelle passe jamais par des revendications égalitaristes et du blabla droit de l'homiste, mais par la prise de pouvoir économique qui entraîne le respect politique. Voilà. Hein. Et les Maghrébins, de ce point de vue-là, sont dans un échec total. Hein. Ils n'ont jamais atteint l'autonomie économique, et du coup, ils n'ont jamais atteint non plus le respect politique. Et ils continuent à mendier du travail et à mendier le respect. Ce qui veut dire qu'ils sont totalement dans l'indigénat. Et ceux qui sont le plus dans l'indigénat, étant effectivement Ouria Boutelja, qui eux mendient avec colère et arrogance et sont que sur ce logiciel de la mendicité, du pathos néocolonial, etc. Ce qui prouve bien que c'est le pire contresens. Ce sont les plus indigènes de tous. Voilà. Et je le dis, aux Maghrébins qui en ont marre d'être pris pour de la merde, parce que je comprends que c'est douloureux, alors qu'ils sont là depuis 4 générations, que leurs ancêtres ont versé du sang pour la France, etc., et bien qu'ils comprennent comment ça marche réellement, qu'ils arrêtent d'écouter leurs manipulateurs ou leurs maîtres, dont je ne suis pas, ni maître ni manipulateur, et qu'ils comprennent que leur pouvoir communautaire ne viendra que de leur réussite économique, qui comment dirais-je, débouchera forcément sur un respect politique. C'est-à-dire qu'enfin, ils choisiront leurs propres représentants. Et que ces représentants ne seront pas leur honte, et ne seront pas, comment dirais-je, des suceurs de dominants, comme ils le sont tous en réalité, et on ne verront pas toute cette horde de traîtres qui va de Jamel Debbouze, en passant par Doc Gineco et même d'ailleurs Joe Star, qui ne peuvent exister qu'en trahissant, en ralliant systématiquement, ce qui est quand même très déprimant, je le conçois. Donc maintenant, pour finir là-dessus, je vais rebondir sur le fait que pourquoi je ne supporte plus souvent d'être insulté par des franco-musulmans qui me reprochent mon vote Marine Le Pen en me traitant de traître, par exemple. Si les gens comprennent mon raisonnement, s'ils veulent se faire respecter en tant que musulmans, il faut qu'ils accèdent donc à un certain pouvoir économique. Et pour ça, il faut qu'ils identifient quel est leur intérêt en tant que communauté, comment dirais-je, majoritairement dans une situation de classe objective, quel est leur intérêt au niveau électoral pour renforcer leur pouvoir, comment dirais-je, économico-social. Eh bien, s'ils font cette analyse, hein, quel est mon intérêt en tant que citoyen français et être économico-social français, quel est mon intérêt même pour que je sois respecté en tant que musulman demain, c'est de ne pas voter pour quelqu'un, comment dirais-je, qui va me fragiliser socialement et économiquement. Or, on voit bien que ça veut dire qu'il faut voter pour un candidat qui est contre l'immigration et les sans-papiers, qui est pour la défense du petit salariat, des fonctionnaires, de tout ce qui défend les humbles et les petits salariés en France, puisqu'en fait, les musulmans dont on parle sont majoritairement issus de la basse classe sociale. Les Saoudiens n'ont pas ce problème, évidemment. Et donc, en fait, en dernière instance, le vote le moins pire pour un musulman conscient que son statut de musulman
vient d'abord de son statut économico-social. Le vote le moins pire, quand on fait l'addition de tout ça, aurait été le vote Front National. Et si il y a autant de maghrébins musulmans stupides, il n'y a pas que ça, qui m'insultent en me disant que je suis un traître et que je ne suis pas un ami des musulmans parce que je vote Marine Le Pen et que je le dis, c'est qu'ils n'ont atteint aucune maturité politique réelle. Car en fait, pour se faire respecter en tant que musulmans, il faut qu'ils choisissent l'option économico-sociale qui correspond à leurs intérêts de classe bien sentis. Or, qu'est-ce qu'un musulman aujourd'hui en France? C'est souvent un prolétaire, c'est souvent un type qui est au bas de l'échelle sociale et qui a intérêt à choisir un régime de protection sociale, un régime qui comment dirais-je, s'oppose à la déferlante néolibérale mondialiste, qui, elle, favorise plutôt les autres communautés dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et là, réfléchissez, puisque là, c'est une bouée que je lance, vous verrez que si vous aviez atteint une certaine maturité politique et que vous n'étiez pas juste des indigènes musulmans, mais des citoyens musulmans, votre lecture économico-sociale de ce que c'est que la politique et le vote vous aurait amené peut-être à comprendre mon vote Le Pen et à arrêter de me traiter d'anti-musulman ou de faux amis des musulmans parce que je dis, j'ai le courage, l'honnêteté de dire que je vote Marine Le Pen. Finalement, le vote Front National est votre intérêt aussi, mais vous ne l'avez toujours pas compris, car vous restez comment dirais-je, politiquement des immatures et socialement des indigènes. Voilà, je finirai là-dessus.